En fait, je ressens quelque chose de physique, ce qui ne m'était jamais arrivé, même tout au long de ces années à documenter, étudier, raconter le réchauffement climatique. Cette fois-ci, j'ai la trouille. Et je me dis, mais c'est hyper grave ce qui se passe. Marine Lamoureux est journaliste à La Croix l'Hebdo. Au printemps 2024, elle s'est rendue au Svalbard, un archipel norvégien à 1000 km du pôle Nord. Pendant cette expédition de 15 jours, elle a pris conscience de l'ampleur du réchauffement climatique. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit. Je m'appelle Marine Lamoureux, je suis grand reporter à La Croix l'Hebdo. Au journal, je couvre les questions d'environnement depuis plusieurs années. Et évidemment, quand on suit cette rubrique, on lit beaucoup de rapports, évidemment les rapports du GIEC. On a accès à beaucoup d'études, beaucoup de chiffres. Et un jour, il y a vraiment un chiffre qui m'a frappée. C'est qu'au Svalbard, le réchauffement climatique, il va 7 fois plus vite qu'ailleurs. C'était presque impalpable en fait, 7 fois plus vite. Le Svalbard, il y a peu de gens qui arrivent à le placer sur la carte. D'ailleurs, en France, on parle plutôt de Spitsberg. Le Svalbard, c'est un archipel norvégien qui est situé vraiment tout au nord du monde. Il est à 1000 km du pôle Nord. À l'ouest, il y a le Groenland et à l'est, il y a la Russie. Bon, ça fait à peu près 1/9 de la France et on est en plein milieu de l'océan Arctique. Et là, franchement, je me dis, le Svalbard, c'est l'épicentre du réchauffement climatique. Alors ça s'explique, parce qu'en Arctique, il y a ce qu'on appelle l'amplification arctique. C'est lié au phénomène d'albédo. Quand le soleil se réfléchit sur la surface, certains rayons sont renvoyés. Alors quand c'est une surface blanche, ils sont très bien renvoyés. Mais quand c'est l'océan et une surface sombre, ça marche beaucoup moins bien. Donc en Arctique, déjà, le réchauffement climatique va plus vite. Et puis au Svalbard, dans cet archipel, il y a en plus des courants chauds. Bref, le réchauffement climatique, comme je le découvre, va beaucoup plus vite qu'ailleurs. Évidemment, à partir de là, j'ai plus qu'une idée, c'est d'aller voir et raconter ce qui se passe là-bas. Et puis pour être honnête, le Svalbard, c'est complètement fascinant. En fait, c'est la dernière terre habitée avant le pôle Nord. Ça déploie un imaginaire très puissant, on pense aux neiges éternelles, aux explorateurs polaires. Je me souviens, quand j'avais préparé le reportage, je m'étais beaucoup intéressée à l'expédition de Fridtjof Nansen. Fridtjof Nansen, c'est un héros en Norvège. Il avait décidé d'essayer d'atteindre le pôle Nord sur un bateau dérivant dans les glaces. Il était passé à côté du Svalbard et finalement, il avait échoué. Mais son aventure était absolument extraordinaire et je m'étais passionnée pour ses récits. Au printemps 2024, je m'envole enfin pour Longyearbyen, la ville la plus au nord du monde. Et déjà dans l'avion, franchement, c'est plus beau que tout. Il faut imaginer une immensité blanche, comme un désert blanc, et des centaines de glaciers à perte de vue, avec à certains endroits des fjords qui sont bleus cristallins, qui sont comme taillés au couteau. Et là, je me dis vraiment, je vais dans un endroit totalement unique. Mais quand je suis descendue de l'avion, j'ai quand même eu une première surprise. C'est qu'il ne faisait pas tellement froid. Et quand je m'étais préparée, j'avais emprunté une doudoune à une copine journaliste, une doudoune hyper chaude, une moins 25 degrés. Et en fait, j'avais trop chaud. Il faisait peut-être 0 degré en arrivant. Et puis ma deuxième surprise, moi je m'attendais à voir cette nature sauvage, évidemment, que j'avais entrevue dans l'avion. Mais quand on atterrit, en fait, on voit surtout l'aéroport et puis on voit la ville de Longyearbyen, qui est une ancienne ville minière, et tout est un peu gris. Et puis, il y a quelque chose qui est assez spécifique dans cette ville, c'est que, comme elle est construite sur le pergélisol, sur le sol gelé, toutes les canalisations qui servent à alimenter la ville, en eau, en chauffage, elles passent au-dessus. Donc, elles courent d'un immeuble à l'autre, ce qui est pas très joli, et qui donne un paysage très urbain, très gris, et ça, je l'avoue que je ne m'y attendais pas. Donc évidemment, quand j'arrive dans la ville, moi j'ai qu'une idée en fait, c'est de m'éloigner et d'essayer d'aller prendre la mesure de cette nature sauvage et puis du réchauffement climatique, puisque je suis venue pour ça. Alors je contacte un glaciologue français qui s'appelle Léo Decaux et qui vit au Svalbard depuis 10 ans. Léo, il est originaire de Lorraine
Il est complètement passionné par les glaciers et il est passionné par cet archipel. Et il a fait sa thèse sur un des glaciers très emblématiques du Spitsberg. Le Spitsberg, donc, c'est l'île principale du Svalbard. Il y a passé énormément de temps, il connaît très bien l'archipel. Et il faut imaginer que dans son travail, il explore vraiment les entrailles des glaciers, il se glisse à l'intérieur, il documente le chemin de l'eau, il ausculte les cavités, il tombe sur des féeries de glace. Donc c'est vraiment un scientifique qui est intéressant à rencontrer. Et il me propose d'aller voir l'un de ces glaciers, alors évidemment plus près de la capitale, un glacier qui s'appelle le Långebrin. Donc le lendemain, on s'est donné rendez-vous avec des crampons, des bâtons de marche, puis il a aussi pris un thermos rempli d'une boisson chaude aux érelles, parce que voilà, ils partent toujours avec ce genre de boisson, les glaciologues. Et on commence à gravir le glacier. On sent nos crampons qui crissent sous la glace. Et moi, autour, je ne vois évidemment que la beauté. C'est absolument majestueux. Il faut imaginer des crêtes, des sommets, une lumière extraordinaire. On est au printemps, donc c'est le soleil de minuit. Il y a une lumière que je n'avais jamais vue ailleurs. Et on marche et on marche. Et moi, je ne vois que ça. Mais lui, par contre, il voit complètement autre chose, évidemment. Et à un moment, il me dit « Regarde ». Et là, il me montre les moraines. Les moraines, c'est des amas rocheux qui sont charriés par le glacier au gré de ses mouvements et donc au gré de sa fonte. D'une certaine manière, les moraines, elles gardent l'empreinte du passé. Et là, tout d'un coup, ça devient complètement flagrant. Effectivement, ce glacier dont je ne voyais que la majesté, il a reculé de manière spectaculaire en un siècle. Il a reculé de plusieurs centaines de mètres. Et il me montre comme ça les différentes moraines. Et là, je réalise en fait. Certes, c'est très beau, mais en fait, ce glacier, il est en train d'agoniser sous nos pieds. Et là, il m'explique. Il y a 30 ans, au Svalbard, il faisait en moyenne moins 18 degrés en hiver. Et aujourd'hui, on est à moins 9 degrés. Et là, franchement, je sens mon cœur se serrer. En fait, je ressens quelque chose de physique, ce qui ne m'était jamais arrivé, même tout au long de ces années, à documenter, étudier, raconter le réchauffement climatique. Cette fois-ci, en fait, j'ai la trouille. Et je me dis, mais c'est hyper grave ce qui se passe. Et c'est palpable, c'est difficile à expliquer, mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement incarné, d'extrêmement réel. Et à partir de là, je vais plus avoir la même appréhension de ce qui est en train de se passer au niveau du climat mondial. Dans la ville, quand on revient, c'est pareil. Et Léo, il me décrypte un petit peu, il me montre les fondations, enfin en tout cas ces maisons qui reposent sur un sol qui est en train de fondre, ce fameux pergélisol. Et puis il y a des quartiers où en fait on ne construit plus parce qu'il y a un risque d'avalanche qui est trop important. D'ailleurs, il y a eu un drame en 2015 dans la ville de Långebrin parce qu'un père et sa petite fille de 2 ans étaient morts dans leur maison à cause d'une coulée de neige. Alors parfois, ça donne des ambiances un peu étranges, ces maisons fissurées, abandonnées. Et il y a notamment un quartier qui s'appelle Nybienne, qui est un tout petit peu excentré et qui en fait était un quartier minier. Il est construit juste en dessous d'une ancienne mine. Et là, je vais aller rencontrer Elisabeth. Elisabeth, ça m'intéresse de la rencontrer. Je sais qu'elle a beaucoup de choses à me dire. C'est une artiste américaine. Elle a à peu près une 60aine d'années. Elle est peintre et elle a fondé le centre artistique de Långebrin. Cette femme, elle a tout quitté pour vivre au Svalbard. Elle est partie de Californie, elle s'est installée et ça fait 7 ans qu'elle habite là. Et en même temps, je sais qu'elle traverse des dilemmes énormes. Bien sûr, elle est venue là parce qu'elle est complètement fascinée par ce lieu. Il lui permet de développer son art pictural. Et puis, elle veut être au contact de cette nature un peu hostile, sauvage. Elle est venue pour ça. Et en même temps, elle sait très bien qu'en habitant au Svalbard, elle fait partie du problème et qu'elle est complice du réchauffement climatique qui s'opère et qui est en train de faire fondre cet archipel. Il faut bien comprendre qu'au Svalbard, l'empreinte carbone par habitant, elle est de 39 tonnes par an. Autrement dit, elle est 4 fois plus élevée que celle de la France et elle est même plus élevée que celle du Qatar. Et en fait, ça s'explique assez bien parce que dans cet archipel où vivent à peu près 3000 personnes, tout est importé, soit par bateau, soit par avion. Et dans le supermarché de la ville de Långebrin, on trouve des légumes, des tomates, des courgettes, des fleurs fraîches. Évidemment, il faut que les gens puissent avoir accès à de la nourriture fraîche, mais en fait, rien ne pousse au Svalbard. Donc, tout vient du continent. Et puis, au milieu de la ville, on voit cette centrale diesel qui rappelle qu'ici, tout est fondé sur les énergies fossiles. Donc, évidemment, Elisabeth, mieux que quiconque, elle sait bien le coût carbone et le coût environnemental
qu'elle représente en choisissant de vivre là-bas. Donc elle a décidé de partir. Et franchement, pour elle, c'est une décision déchirante. Elle va quitter un archipel dans lequel elle a passé 7 ans, qu'elle a adoré. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand elle m'en parle, elle a un petit pendentif en or autour du cou et elle le caresse comme ça pendant toute l'interview. Et en fait, je m'aperçois qu'il a la forme du Svalbard. Donc dans cet archipel où il y a plein de contradictions, il y a aussi des enjeux sociaux assez lourds. On a des gens qui viennent là parce qu'ils veulent vivre au contact de cette nature extraordinaire. Il y a beaucoup de jeunes guides, par exemple, qui quittent leur pays pour s'installer, qui ont une opportunité extraordinaire de partir pendant des jours en expédition, qui ont cette chance-là. Il y a aussi des Norvégiens qui vivent très bien parce qu'on leur fait des bonnes conditions pour s'installer dans cet archipel. Et puis, il y a aussi les petites mains du tourisme, des gens qui, là, viennent vraiment pour gagner de l'argent, mais qui n'ont pas accès à cette nature extraordinaire, ou alors qui ont accès de manière très spéciale. Par exemple, j'ai rencontré Ruth, qui est une steward qui travaille dans un bateau d'excursion qui permet aux touristes d'aller visiter les fjords. Et en fait, elle fait partie d'un équipage qui est entièrement philippin. Elle-même vient de Manille. Elle est arrivée il y a quelques années et elle a pris cette opportunité pour pouvoir gagner un salaire plus important que dans son pays, qui lui permet d'aider sa famille. Donc pour elle, c'est vraiment un avantage. Et puis évidemment, elle avait vu la neige pour la première fois. Enfin, c'était fascinant pour elle d'aller en Arctique. Mais en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait quand même une vie très austère. Elle ne sort quasiment jamais du bateau. Elle a sa petite cabine, elle monte sur le pont. Et puis c'est assez émouvant parce que elle m'a montré le tableau sur lequel, en fait, chaque jour, il consigne avec l'équipage les animaux extraordinaires qu'ils peuvent voir à travers le hublot ou sur le pont, mais toujours en restant sur le bateau. Des belugas, des cachalots, des baleines, des ours polaires, évidemment. Et elle me le montre vraiment fièrement. Elle me dit « Oh, mais regarde ce qu'on arrive à voir pendant 1 mois sur le bateau, c'est extraordinaire. » Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même l'Arctique dans un mouchoir de poche. Alors évidemment, quand on rentre d'un reportage comme celui-là, j'avais passé quand même 2 semaines pleines sur le terrain, on a énormément de matière. Bon, j'avais un petit peu prévu le coup parce que j'avais demandé à mes chefs si ça pouvait faire plusieurs volets et effectivement, on a décidé que ce serait la série d'été et donc on a publié une série consacrée au Svalbard en 6 volets l'été suivant. À chaque fois, ça me permettait de pouvoir illustrer un angle intéressant. Et il y en avait tellement, en fait, sur l'archipel. Donc, j'ai consacré un volet, évidemment, au réchauffement climatique, mais aussi à la faune sauvage, aux rapports très étranges qu'on a à l'ours polaire qui nous fascine, dont on a peur. Le fait aussi qu'on ne peut pas sortir sans fusil, en fait, quand on sort de la capitale, parce que comme l'ours polaire vit en liberté, on a toujours la possibilité d'en croiser un. Et donc, il faut toujours sortir soit avec un fusil, soit accompagné par un guide armé. Et puis j'ai eu envie aussi de consacrer un volet aux enjeux diplomatiques qui se jouent dans cet archipel, notamment parce que c'est un héritage de l'histoire. La Russie a encore des concessions au Svalbard. Et donc il y a une ville minière russe qui s'appelle Barentsburg. Et évidemment, c'était aussi une manière d'ouvrir à toutes ces tensions diplomatiques autour de cet archipel qui sont renforcées par le fait que le réchauffement climatique ouvre de nouvelles voies et donc de nouvelles opportunités. Et puis en matière d'écriture, il y avait quand même un vrai dilemme sur le fond. Parce que moi, je suis un peu à l'image des habitants, je suis revenue tiraillée en fait. J'avais envie de dire au lecteur, tournez votre regard vers l'article, regardez ce qui se passe. C'est vraiment un point chaud du réchauffement climatique. Et les glaciers sont en train de fondre sous nos yeux. Et en même temps, je savais très bien qu'en faisant une série avec de belles photos sur le Svalbard, j'allais donner envie aux gens d'y aller. Et quand je suis rentrée, j'ai eu pas mal de discussions, notamment avec des amis écologistes qui n'étaient pas forcément toujours d'accord avec mon parti pris, en disant que c'était aussi une manière de mettre en exergue la beauté, la fascination de cette terre, de mettre en valeur des gens qui y allaient. Bon, moi, j'avais l'impression de bien montrer les dilemmes et de faire vivre cette tension, mais c'était pas évident et c'était pas forcément toujours compris. Et puis, en même temps, moi, j'avais pas envie de donner de leçons. C'était pas à moi de dire est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller. Mon travail de journaliste, c'était de documenter la gravité de ce qui se passe sur cet archipel, le fait que c'est un peu l'avant-garde de ce qui va nous arriver.
Et en même temps, je sais très bien que l'être humain sera toujours fasciné par les contrées arctiques. Ça me faisait d'ailleurs repenser à une phrase de cet explorateur norvégien, Fridtjof Nansen, qui avait écrit sur son voyage un livre qui s'appelle Vers le pôle. Et il avait écrit « Pourquoi toute cette beauté s'il n'existe aucune créature pour en jouir ?» Et ça voulait dire une chose très claire en fait. C'est qu'on aura beau poser un regard rationnel, documenté sur le Svalbard et sur l'Arctique, on restera toujours fasciné par ces contrées. Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Les reportages de Marine Lamoureux au Svalbard sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast.